Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le Bénin a célébré dans la paix et la joie le 58e anniversaire de la célébration de l'accession à l'indépendance. C'était donc mercredi 1er août dernier. Surprise, Patrice Talon a décliné l'offre de recours au référendum. Invité pour décortiquer l'actualité cette semaine, Vincent Mettonou, rédacteur en chef du quotidien La Dépêche. Bonsoir Vincent. Bonsoir Mesmin, bonsoir chers téléspectateurs, bonsoir James. En face de Vincent, James William Bagidi, rédacteur en chef de Eden TV. James est un habitué de ce plateau. Bonsoir James. Bonsoir à vous Mesmin et bonsoir à tous les auditeurs, les téléspectateurs plutôt de l'RTB et bien entendu bonsoir Vincent. Voilà, donc nous allons démarrer cette émission comme d'habitude avec la revue de presse. La revue est signée Ulvaïs Balogun. Bonsoir amis de Club Média 7. Démarrons cette revue de presse par l'actualité relative à la célébration des 58 ans de l'indépendance du Bénin. Les journaux ont fait large écho de la célébration, mais aussi du message du chef de l'État à la nation. La nation d'ailleurs placade à sa manchette 58e anniversaire de l'indépendance. Patrice Talon, le succès est à portée de main. Le journal publie l'intégralité du message prononcé par le chef de l'État à la veille du 1er août et qui fait le bilan de sa gouvernance. D'après le quotidien de service public, le chef de l'État a exhorté les Béninois au courage et à l'espoir car le succès est à portée de main et les importantes transformations et réalisations qui s'opèrent progressivement donneront bientôt au Bénin un autre visage. Émergence Info suit la même lancée, titre « Message du chef de l'État à la nation à la veille de la fête de l'indépendance ». Talon rappelle les priorités de son gouvernement et laisse l'indépendant et le challenge titré respectivement Talon, un président honnête et optimiste qui aspire au bien-être des Béninois, et Talon fait preuve de pragmatisme et rassure. Le Béninois libéré poursuit quant à lui Talon, un médecin au chevet d'un Bénin convalescent. La Dépêche décortique le message du chef de l'État et note à propos de la révision constitutionnelle que Talon jette l'éponge. Le Matinal, dans cette dynamique, écrit le référendum écarté et explique que c'est l'information majeure à retenir du message du chef de l'État. Le journal conclut à ce propos qu'une fois de plus, Patrice Talon a pris de court la classe politique, privilégiant des économies à une entreprise périlleuse. Ceci fait dire à Le Routier, un référendum coûte cher. Et à l'autre quotidien de conclure, Talon abandonne le référendum au profit des investissements vitaux. L'événement précis précise, Talon dit non au référendum et expose aux Béninois ce qui a changé. Mais qu'est-ce qui a changé? Le potentiel le révèle à sa manchette. Talon réaffirme la traque contre corrupteurs et corrompus. D'après le journal, les auteurs de fraude et d'actes d'enrichissement illicite sur fond de détournement des deniers publics et autres pots de vin ont désormais de l'insomnie. L'événement précis revient pour le préciser davantage en reprenant les propos du chef de l'État. Citation « Je ferai une lutte sans état d'âme contre la corruption ». Le journal poursuit en faisant savoir les vérités du chef de l'État sur les levées d'immunité des députés, le programme d'action du gouvernement PAG, l'asphaltage, les réformes dans le secteur de la santé. Fraternité, quant à lui, fait le point global et titre 1er août 2018, les ambitions de Talon. Le journal développe que l'homme du nouveau départ a abordé avec grande assurance les sujets brûlants de l'actualité et prouvé sa maîtrise des grands dossiers de l'État. On retient en somme que la lutte contre la corruption et l'impunité est le plus grand chantier et qu'il n'y aura pas de référendum. L'autre quotidien, pour sa part, évoque au prime abord la célébration du 1er août, notamment avec le défilé militaire, et note sobriété, rigueur et ponctualité avant de poursuivre sur l'entretien à cœur ouvert du chef de l'État avec la presse, le retranscrit et affiche la lutte contre l'impunité sans état d'âme. Justement, sur la lutte contre l'impunité, Fraternité révèle le parquet demande la levée d'immunité de Simplice Dossou et Garba Yaya.
Le journal affiche les photos des 2 députés et précise que le gouvernement, saisi par le parquet, a transmis la levée de l'immunité des 2 députés à l'Assemblée nationale. Simplice Dossou est mêlé à une affaire de détournement de 350 millions débloqués par le gouvernement pour servir de prime de patrouille aux policiers dans le cadre de la sécurisation des élections législatives passées. Et à Garbayaya, il est reproché l'organisation des concours frauduleux au profit du ministère de l'économie et des finances en août 2012. Fraternité revient encore pour signaler que la BEF convoque l'honorable Simplice Dossou et ajoute que l'ancien ministre de l'Intérieur du régime Yahi est convoqué pour le 2 août prochain par la brigade économique et financière. Libération ajoute « Enfin, justice sera faite aux policiers ». Mais malheureusement pour ces policiers, le potentiel révèle que Simplice Kodjo a fui la BEF. Et c'est l'Afrique en marche qui croit savoir pourquoi. Le journal écrit « Simplice Kodjo se prévaut de son immunité pour bouder la BEF ». Éducation à présent avec la délibération du brevet d'études du premier cycle. La Nation affiche à sa une taux de réussite au BEPC 2018, 28,63% d'admissibilité contre 50,56% en 2017. Le journal précise que sur 180 197 candidats ayant composé, 51 595 sont déclarés admissibles. Un résultat qui amène l'événement précis à écrire en manchette catastrophe au BEPC 2018, soit 12% d'échecs. La priorité est du même avis et titre 51 595 admis sur 180 197 au BEPC 2018, résultat en deçà des attentes. Et le potentiel de poursuivre, c'est un mauvais score. Fraternité pour sa part semble connaître les raisons de cette contre-performance. Le journal écrit 28,63% d'admissibilité au plan national. La grève a eu raison des candidats. Le gouvernement a joué sa partition en sauvant l'année scolaire des grèves perlées. Le matin, lui, préfère s'intéresser aux candidats aveugles, amblyopes et sourds-muets qui ont eu un taux de réussite de 61,70%. Ainsi donc se referme cette revue de presse hebdomadaire. Ulvaeus Balogun était à la présentation. Rendez-vous dimanche prochain. Merci à vous, Ulvaeus Balogun. Vincent Metodou, c'est une surprise générale. Patrice Talon refuse de recourir donc au référendum. La Constitution lui en donne le droit. Il refuse d'y recourir dans le cadre, bien sûr, de la révision de la Constitution. Comment est-ce que vous accueillez cette nouvelle? C'est une bonne nouvelle. Pour une fois, le chef de l'État s'est retrouvé en phase avec sa population. Parce que le chef de l'État l'a bien expliqué. Pour une fois, pourquoi pour une fois? J'évolue d'abord pour une fois parce qu'on a vu les décisions. C'est une façon pour moi de voir. Oui. Les décisions qui ont été prises au début de ce quinquennat-là sont des décisions qui se retrouvent parfois en déphasage vis-à-vis des préoccupations des populations. Vous avez le déguerpissement musclé, déguerpissement musclé, et pour ne citer que celui-là. Donc, le refus du chef de l'État à aller au référendum prouve que, pour une fois, je répète, que le chef de l'État se trouve en phase avec sa population. Et le chef de l'État l'a bien expliqué. J'ai entendu certains dire que le chef de l'État a fait montre d'une grandeur d'esprit. C'est bon. Mais le chef de l'État a expliqué dans son discours, il y a 3 raisons fondamentales qui ont fait que le chef de l'État a renoncé à ce référendum-là. D'abord, les dispositions légales. Le BMP était prêt pour bousiller tout l'arsenal législatif du Bénin pour aller à ce référendum-là. Ce n'est pas toujours bien vis-à-vis des partenaires financiers, techniques. Un pays qui se permet de bousculer ses lois n'est pas un pays sérieux. Je crois que le chef de l'État l'a compris. La deuxième raison, les raisons budgétaires. Le chef de l'État plaide toujours l'assainissement et puis la rigueur. On nous a demandé de serrer les ceintures. On voit très mal le chef de l'État engager au moins 10 milliards pour organiser un référendum qui n'en vaut pas la peine. Et puis, la troisième raison, elle n'est pas la moindre, rien ne garantit que le chef de l'État, que le oui l'emporterait à ce référendum-là. Et je crois que le chef de l'État a compris. Il n'a pas dit, ce n'était pas la raison avancée. Il a évoqué surtout les préoccupations d'ordre pécuniaire. Non, le chef de l'État a bien pour dit. le Bénin, c'en est de trop. Oui. Il estime que
l'enjeu ne nécessite pas qu'on soit pressé. Ah mais bien sûr, il a dit qu'actuellement, la préoccupation pour les Béninois, ce n'est pas ce référendum-là. Il a compris. On allait à ce référendum-là que pour le chef de l'État pourrait se retrouver en difficulté. James William Guaguidi, votre avis sur la question? Alors, très rapidement, je pense que sur les deux premiers points que le chef d'État a lui-même évoqués, concernant notamment l'arsenal juridique béninois qui ne lui permet pas, dans sa situation actuelle, dans sa présentation actuelle, de recourir au référendum et de parvenir en même temps à modifier la Constitution de manière à ce que cette modification puisse impacter les législatives de 2019, parce qu'il y a un des éléments de cette proposition d'amendement qui est censé impacter les législatives de 2019. Donc, si on ne fait pas ce référendum, on ne peut pas modifier cette disposition. Donc, de ce point de vue-là, l'arsenal juridique ne lui permet pas. Et il a été raisonnable de renoncer de ce point de vue-là. Deuxièmement, l'investissement nécessaire qui s'évalue à plus de 10 milliards, sans compter les frais de campagne électorale qu'il faut engager par ailleurs, qui seront engagés non seulement par les partisans du chef de l'État, mais qui seront engagés également par lui en tant que personne, en tant que bénéficiaire, entre guillemets, de cette révision constitutionnelle. Ça fait beaucoup d'argent que le chef d'État n'a pas voulu investir pour pouvoir consacrer ces ressources-là à d'autres fins, des fins de développement. Maintenant, quand on dit que le chef de l'État a peut-être craint un échec vis-à-vis de ce référendum, je reste pour ma part dubitatif, dans la mesure où nous sommes à quelques mois seulement d'élections législatives et les arguments qui seront utilisés par les partisans du non aujourd'hui pour appeler à voter non pour ce référendum-là seront probablement les mêmes. Et quand dans 9 mois à peu près on va aller aux élections législatives, et ce n'est pas possible pour le chef d'État de décider de renoncer aux élections législatives prochaines. Donc s'il ne s'agissait que de la crainte d'un déni ou d'un refus de la population d'avaliser ce référendum-là, le chef de l'État aurait pu aller affronter donc le suffrage populaire, parce que de toute façon, il ne lui est pas possible de repousser les échéances électorales parce qu'il aurait la peur de perdre. Donc, les deux arguments avancés me paraissent comme les plus valables, même si d'un certain point de vue, on peut estimer et supposer que quand le chef d'État dit que ce référendum n'était pas vraiment la préoccupation des Béninois à l'heure actuelle, je pense que quand on compare la proposition de révision de la Constitution, celle de 2018, au projet de révision de la Constitution de 2017, si le projet de 2017 avait pu franchir le premier cap qui aurait pu le conduire vers le référendum, avec la quantité de modifications qui étaient possibles, je pense que le chef d'État aurait accepté de recourir au référendum plutôt que de recourir au référendum, d'engager autant de ressources pour 4 points qui peuvent prochainement, quand les députés auront ouvert un peu plus les yeux sur la nécessité de cet amendement, revenir et passer sans nécessité donc le recours à un référendum. Oui, et Vincent Menton nous disait que le oui n'était pas garanti. Sur quoi vous fondez pour le dire? Les raisons... Avez-vous travaillé avec une structure de sondage? Qu'est-ce qui vous autorise à croire éventuellement que le oui n'est pas garanti? Non, je n'ai pas travaillé avec un institut de sondage. Mais quels sont les arguments qui militeraient éventuellement en faveur d'un non? D'abord, les 4 points retenus dans le cadre des amendements. Les juristes l'ont démontré. Hein. Sincèrement, la Constitution béninoise n'a pas besoin de ces amendements-là pour tenir la route. Non. On a parlé de l'abolition de la peine de mort. Non, le Code pénal a réglé ça. Donc, on balaie ça. On a parlé de la constitutionnalisation de la Cour des comptes. Les institutions ne valent que ce que valent les hommes en charge de les animer. Il y a une chambre des comptes à la Cour suprême. On ne cessera jamais de le dire. Il suffira tout simplement de mettre les hommes qu'il faut, les moyens qu'il faut à la disposition de cette Cour des comptes et la lutte contre la corruption, au nom de laquelle on veut coûte que coûte constitutionnaliser la Cour des comptes, serait efficace. Troisième raison, une meilleure représentativité des femmes à l'Assemblée nationale. Sincèrement, on ne convaincra personne. Même les femmes ne sont pas convaincues avec cet argument-là. On a voulu utiliser les femmes pour dire, bon, nous voulons votre bien, l'opposition ne veut pas. Non, ce n'est pas sérieux.
aucun obstacle majeur ne se dresse sur le chemin de l'épanouissement politique de la femme. La femme est l'égale de l'homme au plan politique, au plan juridique, à tous les plans. Les obstacles à l'épanouissement politique de la femme béninoise, ce sont les hommes. Donc on ne peut pas brandir ça. On ne va pas revenir sur ce développement, mais James Williams semble vouloir vous dire un mot là-dessus. James. Je pense que rejeter tous ces arguments-là qui militaient en faveur de ces révisions constitutionnelles, de ces amendements constitutionnels, me semble un peu quand même prendre position à la place des Béninois. Il aurait peut-être fallu, si le chef d'État avait jugé cela nécessaire, aller à ce référendum et nous aurions pu nous rendre compte. Nous n'avons même pas d'institut de sondage fiable dans le pays pour décider à la place des Béninois, pour dire en tout cas ce que les Béninois pensent réellement. Et donc, je suis de ceux qui, généralement, évitent de prêter des intentions aux Béninois en disant ceci ne passerait pas parce que... Mais à mon sens, il était nécessaire que l'on inscrive dans la Constitution notamment l'existence de la Chambre des comptes, de la Cour des comptes, pardon, parce que la Chambre des comptes à l'heure actuelle, parce qu'elle est dans la Cour suprême, elle est totalement, je vais dire, phagocytée par le gouvernement. C'est le gouvernement qui décide de ceux qui vont siéger à cette Chambre des comptes. Et quand on demandera à la Chambre des comptes de s'occuper plus efficacement de lutte contre la corruption, c'est encore le gouvernement que l'on va voir comme un épouvantail en train de s'acharner contre une certaine opposition. Et là encore, ce sont les mêmes qui vont venir pour dire que oui, que la Chambre des comptes de la Cour suprême est instrumentalisée. Alors que si on la constitutionnalisée et qu'on la met sous la forme proposée par le chef d'État, notamment dans le projet de révision de la Constitution de 2017, on aurait une institution beaucoup plus autonome, beaucoup plus puissante et qui serait plus la même de mener cette lutte contre la corruption. Et nous aurions pu avoir un plus grand impact également au sein de notre sous-région où le Bénin constitue quand même l'un des rares pays à ne pas, sinon même le seul, à ne pas encore avoir franchi le pas. Et on connaît la situation politique que le Mali est en train de vivre. On ne va pas comparer le Mali, qui est dans une crise depuis pratiquement une dizaine d'années maintenant, et comparer la situation du Mali à celle du Bénin sous prétexte qu'il y a encore des retardataires que le Bénin peut encore attendre. Il faut qu'on décide enfin de passer cette étape-là. Maintenant, on ne va pas revenir sur ces différents éléments de la Constitution. Quand on parle des femmes, combien de fois les hommes n'ont pas fait des réunions pour annoncer qu'ils sont prêts à laisser les femmes siéger à leur place à l'Assemblée nationale? Et tant que ce ne sera pas constitutionnalisé, moi je suis de ceux qui pensent qu'ils ne le feront jamais. Il faut que cela soit constitutionnalisé. Sinon, nous les hommes, nous ne laisserons jamais les femmes prendre la place qui leur revient au sein de notre société. La sociologie nationale nous permet de les dominer, de continuer à les dominer jusqu'à nouvel ordre. C'est au cours de son intervention télévisée que le président Patrice Talon a décliné l'offre de recours donc, au référendum. Au cours de la même intervention télévisée, il disait ceci: beaucoup de sacrifices aujourd'hui pour les listes de demain. Votre avis? C'est vrai, j'ai senti un chef d'État qui a foi en l'avenir. Les réformes ont été engagées. Nous espérons que ces réformes-là porteront leurs fruits. Le chef de l'État dit: nous sommes au bout du tunnel. Je veux bien le croire. On nous a donné 2 ans. Nous avons déjà fait 2 ans. Nous avons serré les ceintures pendant 2 ans. Il faut maintenant les desserrer. Mais l'évidence est là que rares sont les Béninois qui s'offrent encore 2 repas par jour. On veut bien que ça aille vite. Voilà. Alors, quand on avance également ces arguments, je me dis, quand on parle des 2 ans, est-ce que le chef de l'État a eu vraiment les coups de franche pendant 2 années pour mener sa politique? Est-ce que les tentatives de blocage qui sont dues notamment à une partie de la classe politique, les réformes qui ont été coincées et consorts, n'ont pas augmenté le temps d'attente qu'il aurait fallu pour commencer à voir les fruits de ces réformes-là arriver? Et puis, il faut aussi également noter que le chef de l'État était sans doute dans une forme d'euphorie, celle qui accompagne l'élection présidentielle, cette période qu'on appelle l'état de grâce, et qui lui a peut-être fait penser que les Béninois vont adhérer peut-être massivement à ces réformes et que donc au bout de 2 ans, cela peut apporter des fruits. Maintenant, on arrive effectivement au-delà de ces 2 années et que les fruits ne sont pas encore au rendez-vous. Mais comme il dit, les fruits pourront peut-être être bientôt cueillis ou sont à ta portée de main, comme il le dit. Mais je suis de ceux qui pensent aussi que pour réformer le Bénin, il faudra
un peu plus encore de temps que ce que le président de la République nous a annoncé. Sans doute était-il très confiant en la volonté du Béninois de se réformer, de réformer son propre État. Maintenant, il doit se rendre à l'évidence que le fait d'avoir voté pour lui ne signifiait pas forcément pour tous les Béninois le fait d'adhérer systématiquement aux réformes qu'il propose. Et maintenant, il doit pouvoir les imposer. C'est ce qu'il est en train de faire. Oui, juste un mot par rapport au blocage dont James a parlé. Non, c'est la première fois dans l'histoire politique de notre pays, du renouveau démocratique, qu'un chef d'État peut se targuer d'une majorité écrasante. Non, sincèrement, le chef de l'État a toutes les coups de tranche pour mener à bien sa politique. Il a la majorité, encore faut-il avoir de la hauteur. Encore faut-il avoir de la hauteur lorsque votre pays doit engager environ 10 milliards pour seulement 4 points à modifier dans une constitution. Lorsque vous êtes président de la République, ne devriez-vous pas prendre vos responsabilités, ne devriez-vous pas avoir de la hauteur? Le chef de l'État aurait pris cette décision qu'il se serait retrouvé en contradiction avec lui-même. Comment peut-il au même moment parler d'assainir les ressources, de serrer les ceintures et d'engager 10 milliards? Pourquoi? Non, pour de la bêtise, pratiquement. Je crois qu'il a été conséquent avec lui-même. Au cours du même message télévisé, son message à la nation, le président Patrice Talon a tenu des propos qui ont amené certains à comprendre qu'il est toujours dans la dynamique de la lutte contre la corruption et l'impunité. Un quotidien de la place a pu titrer ceci « Talon plus que décidé ». Votre vue sur la question? Malheureusement, je reste un peu dubitatif par rapport à la lutte contre la corruption. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Lorsque je vois les opposants dire, enfin le bloc de la majorité parlementaire, lorsque je les entends dire, il faut que ça commence quelque part. Mais d'accord, il faut que ça commence quelque part. Malheureusement, ça a commencé par l'autre camp. Mais 1, 2, 3, quand même, passons à l'autre camp aussi pour voir ce qui s'y passe. J'aurais été à l'aise. Qu'est-ce que vous voulez dire? Oui, j'aurais été à l'aise si sur cette question-là, le chef de l'État avait dit, lors de son entretien, avait dit, attendez, vous allez voir. Non, le chef de l'État n'a pas dit ça. Il a dit, dans tous les cas, il est heureux déjà que ça commence quelque part. Le chef de l'État a même insinué que pendant son mandat, ceux qui sont sous sa coupe ne seraient presque jamais inquiétés. Il faut attendre qu'un autre gouvernement vienne pour... Non, il n'a pas dit ça de façon... J'ai dit, il l'aurait insinué. Vous lisez dans la tête du président de la République. Non, mais évidemment, on va le faire. J'ai suivi le chef de l'État, je l'ai suivi. Il dit, c'est déjà heureux que ça commence. Même si nous ne le faisons pas, mais un autre gouvernement le fera. Mais non, ce n'est pas ça. On ne peut pas porter plainte dans ces conditions-là. On ne peut pas porter plainte à cette lutte contre la corruption qu'on proclame à oui et à dire. Non, ça me laisse vraiment dubitatif. Lutte contre la corruption, Talon plus que jamais décidé. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, décidé parce que 3 députés que l'on a identifiés quand même dans le camp de la minorité parlementaire ont vu leur immunité levée. 2 autres sont également visés. Et le fait que les 5 personnes qui sont ainsi visées fassent partie de la minorité parlementaire donne en partie raison à Vincent qui estime que cette lutte contre la corruption se passe dans un camp plutôt que dans un autre. Mais il n'en demeure pas moins qu'il y a des personnes également, des partisans du chef de l'État qui ont été inquiétés, qui sont en prison dans le cadre de cette lutte contre la corruption. On n'oubliera pas de citer l'ancien DG de la caisse du Conseil national des chargeurs du Bénin, Antoine Dayouri, qui est dans une affaire similaire devant la justice. Il y a d'autres cas, peut-être des personnalités moins connues, mais toujours également dans le camp du chef d'État, il y en a qui ont été inquiétés et qui se trouvent dans les liens de la justice parce que, justement, ils ont été impliqués dans des dossiers de corruption. Il faut également noter que le chef d'État ne ferme pas la porte à ce qu'il y ait des poursuites contre des gens qui le soutiennent aujourd'hui. Il n'est pas exclu que cette lutte contre la corruption touche des gens qui sont avec le jeu du mais il ne faut pas non plus se fermer les yeux pour dire que parce qu'on est au pouvoir et qu'on veut lutter contre la corruption, il faut attaquer à huée à diable, vous avez utilisé l'expression, il faut se déchaîner comme un cheval enragé à qui on a lâché la bride et commencer à détruire tout autour de soi. Il y a une majorité parlementaire à préserver, il y a une politique à mettre en œuvre et cette politique-là doit être mise en œuvre et conduite vers le succès. À un certain moment, il y a une lutte contre la corruption qui peut être plus rigoureuse envers ceux qui sont passés par là à un certain moment. Et on sait très bien que la lutte contre la corruption n'est pas une lutte qui sera fermée
quand le chef d'État va quitter le pouvoir et je pense que les choses sont très claires en la matière. Cette lutte contre la corruption touchera en son temps le président Patrice Talon, touchera la gouvernance du président Patrice Talon, qu'il soit encore là ou bien qu'il soit parti pendant qu'il est là. Et parce qu'il a besoin donc, que sa majorité soit confortée, il a effectivement le droit, certes, de regarder dans cette majorité, mais il ne la protège pas. Il peut, à mon sens, il ne protège pas sa majorité, il peut, disons, se préoccuper beaucoup plus de ce qui se passe ou de ce qui est passé avant qu'il ne soit au pouvoir lui-même, et quand il sera temps de s'occuper des gens qui sont dans cette majorité et qui posent problème, parce qu'il faudra encore les identifier et les épingler, on pourra encore s'occuper de leur cas individuellement. Alors, vous semblez ne pas être d'accord qu'on demande à Simplice Kodjo Dossou de venir s'expliquer. Oh, pas du tout. Je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord. Tous ceux qui ont fait montre de malversation, voilà. Tous ceux qui ont puisé dans la carte. Savez-vous un peu ce qui est reproché à M. Dossou? On lui reproche d'avoir un détournement d'environ 350 millions de francs CFA. Destiné à la sécurité, en période électorale, des sous qui n'ont pas été utilisés. Conformément. Tout à fait, il est à l'Assemblée, un peu comme il a pris l'Assemblée comme un refuge. On lui demande de venir s'expliquer. Et qu'est-ce que vous reprochez? Pas du tout. Je ne reproche rien à ce que l'honorable député soit mis à la disposition de la justice pour répondre des faits à lui reprocher. Je ne suis pas contre le principe. Simplice Kodjo Dossou, convoqué à la brigade économique et financière, n'a pas cru devoir se présenter. Oui. Qu'est-ce qui lui autorise? Non, ça gêne parce que justement, l'immunité parlementaire vise à protéger le député dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. C'est-à-dire qu'il peut ne pas répondre à une convocation? Je crois, à l'étape actuelle, je crois que c'est toujours prudent ou sage de prendre toutes les précautions avant de se présenter à un commissariat. Bien sûr, vous savez bien de quoi je parle. Qu'il a des choses à se reprocher. Croit-il, non, cette affaire en ne se présentant pas, croit-il éviter un piège quelconque? Il se présente et puis l'officier en charge de l'affaire dit, voilà, nous ne sommes pas dans le cas d'un flagrant délit. Pas du tout, mais les faits existent. Quel fait? Les 350 millions qu'on lui reproche, cette situation-là a défrayé la chronique. Il doit s'expliquer là-dessus. On lui donne l'occasion de venir s'expliquer ou pas? Oh, bien sûr. On lui donne l'occasion de venir s'exprimer, mais pas de façon anarchique. Le député, pour être écouté par une juridiction, doit être dépourvu de son immunité parlementaire. Ce sont les règles que nous sommes fixées qui le disent. Il faut respecter les règles du jeu. James William Waïdi, convoqué donc à la brigade économique et financière, Simplice Kodjo Dossou n'a pas cru devoir se présenter. Est-ce qu'il y a des dispositions qui l'y autorisent? Je pense que tant que son immunité parlementaire n'est pas levée, Simplice Kodjo pouvait ne pas répondre à cette convocation. Je parle sous le contrôle d'un des juristes de plus haut niveau qui pourrait éventuellement dire qu'il est peut-être appelé à se présenter, qu'il devrait le faire. Mais je pense que politiquement, Simplice Dossou Kodjo aurait pu lui aussi dépasser cette question de la levée d'immunité parlementaire et se présenter, parce que couvert toujours par son immunité, en se présentant, il ne peut pas être mis en prison dans la situation actuelle. Et donc, il serait simplement écouté et bien entendu, pourra rentrer chez lui. Maintenant, cette audition peut donner des éléments supplémentaires au procureur pour renoncer à cette demande de levée d'immunité parlementaire ou carrément pour maintenir cette demande de levée d'immunité parlementaire. Et aujourd'hui, en tout cas, le fait de ne pas s'être présenté ne l'absout pas. À un moment ou à un autre, si les députés peuvent faire leur travail comme ça se doit, il devra donc comparaître. Et cette fois-là, ce sera sans son immunité parlementaire, c'est beaucoup plus dangereux pour lui. James, vous parlez comme si vous n'êtes pas dans le pays. Vous n'avez pas vu ce qui est arrivé à Tao? L'immunité parlementaire d'Atao n'était pas levée, mais on l'a envoyé en prison. Parce qu'il était dans un cas de flagrant délit. Flagrant délit pour quel cas? Fraude douanière. Flagrant délit en fraude douanière, les spécialistes ont démontré que sincèrement, c'est difficile. Bon, on ne va pas revenir là-dessus. De toutes les façons, le parquet a demandé... On ne va pas oublier le délit de fuite non plus. Voilà. Ok. De toutes les façons, le parquet a demandé que l'immunité parlementaire donc, soit levée à Simplice Kodjo Dossou et à Garba Yaya. Quel est votre avis là-dessus? Je ne suis pas du tout contre le principe.
Et tous ceux qui se sont rendus coupables de malversation se doivent de Puisque vous répondre. semblez évoquer tout à l'heure un harcèlement. Non, pas. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'il faudrait que la justice puisse être vraiment indépendante dans la conduite de ces affaires-là. Ce n'est pas l'impression qu'on a, et c'est ce qui gêne. C'est ce qui gêne. On a vu le cas d'Atao ici, où le juge de référé a dit on ne peut pas le priver de liberté dans ces conditions-là. Et vous avez vu ce qui est arrivé, je ne vais pas ressasser cela. C'est ce que nous craignons, c'est ce que certains craignent. Simplice Kodjo aurait pu se présenter à la BEF, qu'on a dit, bon ben voilà, monsieur, on vous reprend, et on le garde. Mais qui va créer au scandale? On le garde, on a vu, on a fait ça. À Tao, il n'y a pas eu scandale. Et donc, je crois que c'est la conduite des affaires, parfois contre l'orthodoxie judiciaire qui gêne. Voilà. Si l'intention de l'envoyer en tôle était là, croyez-vous qu'on ne puisse pas aller le chercher chez lui à son domicile? Manon Litari, c'est ce que vous insinuez? En violation vous dites, mon cher ami, qu'il peut, s'il se présente à l'occasion d'une convocation, être retenu. C'est de la même manière que si, même s'il ne se présente pas, parce que le fait même de ne pas se présenter, c'est déjà un délit. C'est un délit. Et donc, il peut, dans ce cas-là, si on veut inventer quelque chose contre lui, trouver un flagrant délit ou je ne sais pas quoi. Ça sera plus flagrant et la population aura le temps de pourtant, constater. quand vous évoquez le cas de Atao, vous dites que rien ne s'est passé, qu'on aurait inventé quelque chose contre lui, ou qu'on aurait maintenu. L'immunité parlementaire d'Atao n'était pas levée. Pourtant, on l'a envoyé en prison. C'est ce qu'il a dit. Oui, mais il y a eu un flagrant délit qui a été laissez ça. On ne peut pas parler de flagrant délit de toutes les façons, s'il faut laisser certains arguments à la place d'autres. On a parlé de fraude douanière. Flagrant délit de fraude douanière, je suis un peu juriste sur les bords. Je connais ça. Non, sincèrement, c'est difficile à prouver. Alors, qu'on demande donc la levée de l'immunité parlementaire de ces deux, n'est-ce pas une occasion qu'on leur donne de s'expliquer à la face du monde? Mais bien sûr, on donne à ces deux députés l'occasion de s'expliquer. On donne à tous les autres également l'occasion de s'expliquer sur les questions, sur les problèmes qui leur sont reprochés. Et s'ils n'ont rien à se reprocher, effectivement, je pense qu'il ne devrait pas y avoir de résistance à la levée de l'immunité parlementaire. Parce que c'est justement ce qu'on a vu quand il a été question de lever l'immunité des trois précédents. On a constaté la résistance de la minorité parlementaire qui a estimé, qui a peut-être pensé que cela équivalait à une condamnation déjà pénale, mais ce n'est pas du tout le cas. Les immunités sont levées et les trois députés sont toujours en liberté à l'heure actuelle. Mais oui, c'est la sécurité judiciaire qui cause le problème. On ne sent plus la justice vraiment indépendante. Si les citoyens étaient sûrs que la justice est totalement indépendante dans la conduite des affaires, mais les députés eux-mêmes auraient déposé leur immunité parlementaire et on n'aurait jamais vu ça. Je pense que nous l'avons toujours dit ici que notre justice est indépendante. Il y a eu des députés qui ont été poursuivis, qui n'ont jamais eu le courage de déposer leur immunité parlementaire, comme vous le dites là. Nous connaissons nos députés, nous connaissons nos hommes politiques qui sont tellement accrochés à leurs privilèges et à leurs intérêts qu'il n'y a pas un seul parmi eux susceptible, s'il est poursuivi, de déposer son immunité parlementaire. Ils sont tous mouillés, c'est ça le problème, James. Ça, je ne peux pas l'affirmer. Ils sont tous mouillés. Les rapports existent, nous avons publié ça. Ils sont 82 aujourd'hui, je ne sais pas si 82 députés sont mouillés. Non, pas tous, mais souvent ceux dont les noms sont cités. Mais la preuve, nous parlons de Simplice Kodjo. Mais cette affaire-là, la première, les 350 millions, mais ils sont où? Ils n'ont qu'à aller s'expliquer. C'est ça le problème. Donc, a priori, ils se reprochent quelque chose. Mais s'ils étaient sûrs que la justice allait conduire les affaires, la présomption d'innocence n'existe presque plus au Bénin. C'est dangereux. Dans un pays de droit, ça n'existe presque plus. Nous allons évoluer donc au cours de cette émission. Le Bénin a célébré donc, le chef de l'État est intervenu sur les questions de lutte contre la corruption et tout. C'est dans le cadre du 1er août. Il a fait un message à l'endroit de la nation. C'est dans ce cadre donc on a entendu un peu, on a suivi son discours à travers lequel il parlait donc de la lutte contre la corruption. Alors donc dans le cadre de l'indépendance, moult activités ont été organisées au Bénin. Quelle vue portez-vous sur l'organisation donc des festivités ayant marqué les 58 ans de l'accession de notre pays à l'indépendance?
Oui, une organisation impeccable. Hein. Le défilé s'est déroulé dans de très bonnes conditions. C'est vrai, elle a été consacrée exclusivement aux militaires. Bon, pas exclusivement aux militaires. La particularité, c'est la participation de la police républicaine, une première fois en tant que force unique. Tout à fait. Donc les paramilitaires. Bon, ok, c'est la même chose. Hein. Nous n'allons pas toujours faire les choses comme à l'occidental, non. Nous sommes en Afrique et parfois il faut laisser nos cultures s'exprimer. J'aurais bien voulu qu'on laisse les civils aussi défiler, qu'on voit les Anglais, qu'on voit... Mais bien sûr, c'est vrai, ça coûte ce que ça coûte, hein, je suis d'accord. Mais qu'on ait rigoureusement privilégié les forces militaires et paramilitaires, sincèrement, moi, ça a été le couac de cette fête-là. Sinon, tout était presque parfait. Moi, la particularité, ce que j'ai vu et qui m'a un peu sidéré à l'occasion de ce défilé militaire qui était parfaitement organisé, et ça a été vraiment dit, c'est le bain de foule que le chef d'État s'est offert à l'issue du défilé militaire. C'était jamais arrivé auparavant, le président de la République qui immobilise son cortège au moment de son départ, qui descend et qui va vers la foule, qui va serrer des mains, qui va parler avec la foule, qui reçoit, qui entend quelques appréciations de sa politique, qui écoute également quelques reproches qui lui auraient été faits par certains pour dire nous avons faim, etc. Oui, le chef d'État a pris, il a eu du courage et il a montré quelque chose qu'on n'avait pas vu de sa part depuis son accession au pouvoir. C'est là la différence qui a marqué cette célébration de l'indépendance du Bénin par rapport aux années antérieures. Et je pense que ce choix du chef d'État procède également d'une nouvelle perception, du moins je l'espère, de sa part, de son rapport avec la population, parce que lui-même, il a reconnu à l'occasion d'échanges qu'il a pu avoir avec d'autres journalistes, pas seulement ceux qui l'ont reçu récemment, mais qu'il a dit qu'il reconnaît cette distance, qu'il reconnaît ce manque de communication et que cela devrait changer. Et c'est ainsi que nous sommes en train de le voir changer de paradigme vis-à-vis de la population. Ce choix qu'il a fait donc d'aller vers cette population, ça a été vraiment beaucoup apprécié et il a certainement envie d'en tirer des lauriers politiques. Non, il l'a fait en 2017. Hein. Après le défilé, il a fait un mot. Oui, mais pas autant. C'était un bref peu de foule. Cette fois-ci, il a pris son temps. Il a écouté des Béninois. Parce qu'il a fait environ 10 minutes de bain de foule. Voilà. Alors, l'organisation du 1er août, c'est également la co-célébration avec la Suisse. Le Cotonou et la Suisse, la ville de Genève, ont co-célébré l'événement. Quelles peuvent en être les retombées pour la ville de Cotonou? Forcément de retombées positives, parce que la Suisse aujourd'hui au plan du développement, c'est un petit pays, mais au plan du développement, sincèrement, la Suisse fait beaucoup pour Cotonou. On ne peut que se réjouir de cette coopération entre la Suisse et notre pays. Moi, je ne vois pas en cela quelque chose d'extraordinaire. Il ne s'agit que d'une coïncidence de l'histoire. Que la Suisse et le Bénin célèbrent leur fête nationale le même jour. La fête nationale a été célébrée non seulement à Cotonou, à Lokossa et un peu partout dans le Bénin. Ne va-t-on y voir un destin commun? Non, pas du tout. Je ne vois pas du tout de destin commun. Je dis c'est un hasard de l'histoire. Et ce n'est pas la première fois. Donc c'est la 58e fois que ça se passe parce que le Bénin ayant commencé à célébrer son indépendance bien longtemps après. Oui, bien longtemps après la Suisse qui célébrait déjà son indépendance, 58 fois de suite. Ce n'est pas pour autant qu'il y aura quelque chose de nouveau. Et puis, cette propension à faire des comparaisons ou à tirer les pays déjà développés et les pays en voie de développement vers le même destin, de manière à pouvoir tendre un peu plus la main pour dire oui, nous célébrons notre indépendance le même jour. Oui, la Suisse devrait aider le Bénin. Je pense que ce n'est pas une politique qui... C'est pas châtié, c'est bien dépassé. Oui, il faut qu'on dépasse cela. Si on ne l'a pas encore dépassé, il faut qu'on le dépasse pour que les Béninois sachent que ce n'est pas le travail que le développement se fera. Ce n'est pas en tendant la main à ceux qui ont obtenu leur indépendance le même jour que nous. Parce que s'il faut trouver des pays qui ont obtenu leur indépendance le même jour que Cotonou,
trouvera, et pour chacune des villes du Bénin, on va trouver les pays qui ont obtenu leur indépendance le même jour, et puis on va faire des jumelages, etc. Et puis on va continuer à tendre la main. C'est pas le travail non, que je le dis, développement se fera. des pays, nous avons quand même plus de 200 pays dans le monde. Et chaque pays a sa date d'indépendance. C'est vrai, il y a quelques coïncidences. Mais si on veut trouver une ville qui célèbre son indépendance le même jour qu'une ville béninoise qui a une fête spéciale, on va trouver, et puis on fera des jumelages rien que sur ça. On va encore continuer à tendre la main. Ce n'est pas une politique qui serait raisonnable. Résultat BEPC, 28,63%. Tel est le taux d'admissibilité donc, au BEPC. Veuillez nous dire quelles sont vos impressions à entendre ce taux de réussite. Quelles sont vos impressions? Ça, c'est la réussite pour la première partie. Mais cela inspire des réflexions. Qui sème le vent récolte la tempête. Hein? On ne peut pas semer le vent et s'attendre à récolter du soleil. Non. Et quel est le vent qu'on a semé? Le vent, ce sont les crises, enfin les grèves. Ce n'est pas les enfants qui ont semé le vent? Pas du tout. Mais ce ne sont pas les enfants. Mais le système éducatif cette année a été vraiment écorché. Elle a été vraiment écorchée. C'est bien que c'est déjà un exploit que l'année ne soit pas déclarée blanche. Moi, sincèrement, j'avais des appréhensions par rapport à la validité de l'année. Donc, vous tirez un coup de chapeau au oui, gouvernement? à tous les acteurs, pas seulement au gouvernement, à tous les acteurs. Parce qu'en réalité, la manière dont le gouvernement a conduit cette crise-là, sincèrement, me laisse un peu perplexe. Non. N'eût été le patriotisme des syndicats qu'on était partis, en fait des enseignants, qu'on était partis pour une année blanche. Hein. Ce sont les enseignants qui ont eux-mêmes décidé, sans rien obtenir en retour, de reprendre les classes. C'est ce qui s'est passé en réalité. Bon, tout est bien qui finit bien, on ne va pas revenir là-dessus. Chacun a sa façon de voir les choses. Donc, 29,63%, voilà le taux de réussite, le taux d'admissibilité. James William Wagidi. Oui, pour moi, plusieurs leçons sont à tirer. La première leçon, c'est que, encore une fois, le chef de l'État et le gouvernement ont prouvé qu'il n'était pas question de manipuler les résultats ou de donner des coups de pouce qui n'étaient pas mérités aux élèves. Parce qu'on a connu des situations similaires des années antérieures et on sait comment les examens se sont terminés avec des ajustements, toujours pour faire un peu plaisir, pour donner l'impression que les élèves n'ont pas pâti véritablement de la crise qui a eu lieu. Le gouvernement est en partie responsable de cet échec massif des élèves au BEPC et s'il avait voulu, il aurait pu demander donc à la commission, aux différentes commissions de correction de faire en sorte que le résultat soit meilleur, se présente mieux et nous aurions, comme on a pu le voir par le passé, des taux de réussite plus ou moins acceptables. Deuxième leçon à tirer, c'est que je fais une comparaison entre le CEP, où on a obtenu un résultat bien meilleur, et le BEPC. La différence entre le CEP et le BEPC, c'est que les enfants n'ont pas la même façon de passer le temps qui a servi, le temps de grève. Pour un élève de 3e, qui a déjà son smartphone, qui a déjà pris l'habitude de sortir de chez lui, qui a déjà commencé à connaître un peu du monde, ce qu'il fait, c'est de passer son temps à s'amuser. Et il s'amuse beaucoup plus et se donne à des plaisirs moins sains qu'un élève, un écolier qui aurait pu en tout cas être beaucoup plus dans la propension de retourner à l'école, de se reconcentrer dès que l'année scolaire a repris. Et on le voit, l'impact direct sur les résultats, c'est que les écoliers s'en sont mieux sortis parce que dès lors qu'il était question de retourner à l'école, la concentration est certainement revenue plus facilement parce que l'esprit n'était pas accaparé par des plaisirs ou des distractions malsaines qui auraient pollué le temps des grèves. Et donc, de cette comparaison-là, on peut comprendre que le BEPC a donné des résultats aussi catastrophiques. James William Wagidi, 28,63%, est-ce le vrai reflet du niveau de l'école béninoise? Oui, absolument. Le niveau de l'école béninoise avait déjà profondément chuté et avec cette année qui a connu ces problèmes de grève à n'en point finir, l'impact est encore plus grand. Est-ce que le niveau de l'école béninoise ne serait pas en deçà sans l'apport des écoles privées? Probablement parce que... les écoles privées qui sont allées au cours pendant 9 mois, qui ont fini le programme et qui ont dû attendre les écoles publiques. Mais là aussi, le temps d'attente n'a pas favorisé les écoles privées parce que le temps d'attente a impacté les écoles privées. Il y a eu
des résultats certainement en deçà de ce qui aurait pu se faire si les examens avaient été organisés dans les périodes habituelles. Il faut qu'on ait pu comparer le résultat dans les écoles privées et les écoles publiques pour être certain que ce que nous disons là est vrai, mais je suis de ceux qui pensent que cet impact-là n'a pas seulement été vérifiable au niveau des publics, mais également au niveau de l'école privée. Est-ce que sans le privé, on en serait à ce résultat? Le gouvernement est conscient de l'apport de l'école privée. Et c'est justement pour cette raison-là que le gouvernement devrait, sinon, engager une politique même de venir en aide aux établissements privés. L'école publique ne pouvait plus seule supporter tout le système éducatif, non. Donc l'apport des privés est capital et il appartient au gouvernement d'accompagner ces écoles privées-là qui consolident le système éducatif. Sans ces écoles privées-là, je ne sais même pas ce que deviendrait notre système éducatif. Les aveugles, amblyopes et les sourds-muets ont obtenu 61,70%. Comment expliquer ce résultat? Évidemment, il n'y a pas eu grève dans ce milieu-là. Je ne crois pas qu'on puisse parler de grève dans ce milieu-là. Ils ont maintenu le système et les formations ont été données régulièrement et les résultats ont suivi, je crois. C'est la seule explication que je trouve à donner là. On pourrait dire qu'ils ont été favorisés. Est-ce qu'on pourrait croire qu'ils ont été favorisés ou qu'ils sont devenus plus forts que les élèves physiquement mieux portants? Pour ce que je sais, la correction ne différencie pas de façon systématique c'est les amblyopes, les aveugles et consorts, parce qu'il y a une transcription d'abord de leur copie des écritures braille, parce que j'ai fait classe avec un camarade qui était plutôt malvoyant, et donc quand il finissait de composer, il y avait des spécialistes qui transcrivaient sa copie sur une feuille normale, et cette feuille normale était insérée parmi les feuilles des autres qui étaient corrigées au même titre que les autres. Et donc je suppose que de ce point de vue-là, il y a eu là aussi moins d'occasions de perdre du temps, moins d'occasions de distraction, et certainement, comme le dit Vincent, et peut-être un peu moins d'occasions pour eux de participer à la grève. Si les enseignants ne se sont pas mis en grève dans ce secteur-là aussi, ça a pu avoir un impact positif sur le résultat, et on ne peut que s'en réjouir. Asphaltage, on va dire un mot sur l'asphaltage. Les entreprises éducatives prennent possession des sites, c'est-à-dire que tout est fait prêt pour le démarrage. C'est ce que je souhaite, je voudrais vraiment que ça démarre. Parce qu'on a cassé des bandes d'âme au nom de l'asphaltage. Il ne faut pas qu'on consentisse ces sacrifices-là et que rien ne bouge. Je voudrais que ça démarre vraiment. On n'a pas cassé les bonnes dames au nom de l'asphaltage. On a cassé ceux qui occupent le domaine public parce qu'il fallait dégager les occupants illégaux du domaine public. L'asphaltage vient après. D'accord, ok. Donc, l'asphaltage, oui, l'asphaltage qui commence bientôt, c'est une très bonne chose que l'on puisse enfin, et on espère voir un autre visage de Cotonou d'ici, pas seulement de Cotonou, mais de cette ville retenue d'ici quelques mois, et nous allons nous en réjouir. Cela ne sera sans doute pas suffisant. Je me souviens, les pavés entre 1991 et 1996, à la fin, l'expression c'était « Ewamiandoua », c'est-à-dire « est-ce que c'est de ça que nous allons nous nourrir ?» il ne faut pas que le président de la République et ceux qui le soutiennent pensent que cela sera suffisant pour changer le regard de ceux qui voient de mauvais œil la gouvernance en cours. Mais que ce mauvais regard ne décourage pas, afin que cette politique de développement qui a été décidée par le président de la République ne recule pas. Il faut qu'on avance, et avancer, c'est ce qui est nécessaire pour le Bénin d'aujourd'hui. Et les réformes que le chef d'État apporte et propose sont difficiles, certes, mais elles sont nécessaires. Et je suis de ceux qui pensent qu'en 2 ans, ces réformes-là ne sont pas encore arrivées à maturité pour porter leurs fruits. Le président de la République montre, me semble-t-il, qu'il est décidé à aller jusqu'au bout. Et même s'il lui faut sacrifier une éventuelle réélection à l'issue de ce mandat, l'impulsion qu'il entend donner à la gouvernance de ce pays me semble être celle qu'il faut, même s'il y a des moments donnés, on peut avoir des choses à lui reprocher. Tout porte à croire que les études et financements ont été bouclés en l'espace de 2 ans. Ne serait-on pas tenté de dire que c'est une prouesse du gouvernement? J'ai dit tout à l'heure que je voudrais bien voir ce chantier démarrer. Et tel que ça a commencé, c'est à croire effectivement que tous
les projets ont été, enfin, les financements ont été bouclés. Je n'en ai aucune preuve. C'est pourquoi je dis je veux bien voir démarrer effectivement ces chantiers-là. Il ne suffit pas de remettre le chantier, enfin le protocole, on connaît ça. Vous avez vu, on en fait, je propose de première pierre 4 fois dans ce pays-là. Et rien n'est sorti de terre. Est-ce que vous avez déjà vu une deuxième pierre quelque part? Non, je veux bien, je veux bien croire que, effectivement, oui, ça se pose, ça se pose. Il y a des pierres qui se posent. Donc, je veux bien, je suis optimiste. Et connaissant le chef de l'État qui essaie de faire les choses comme ça se doit, je veux bien voir ce chantier démarrer, c'est mon problème. James, lorsque vous dites qu'on n'a pas cassé pour asphaltage, je ne parle pas du premier déguerpissement. Hein. Il n'y a pas longtemps. D'accord. Il n'y a pas longtemps. Oui, c'est au nom de l'asphaltage. Et on a cassé encore les dames, la bonne dame. Dernier mot, juste un mot sur l'affaire faux médicaments et faute douanière. Le 7 août, jour J pour Atao. On l'espère bien. Parce qu'on l'espère bien. Il est temps qu'on finisse avec cette histoire et qu'on passe à autre chose. Sincèrement, ça commence pas à trop durer. Bon, quand on connaît le fonctionnement de la justice, que ce soit dans notre pays ou ailleurs, jour J peut-être. Il faut mettre un gros peut-être parce qu'on ne sait pas si les magistrats seront décider ce jour-là à aller jusqu'au bout de la procédure. Si les avocats ne vont pas soulever des exceptions qui vont encore obliger à reporter la procédure, ce n'est pas seulement entre les mains de ceux qui sont dans l'accusation, c'est aussi entre les mains de la défense. Et tout ce joli monde-là réuni peut permettre à M. Atao de connaître le sort qui lui est réservé le 7 août prochain, mais rien n'est sûr pour le moment. James, vous avez dit ici et ailleurs, la justice n'est pas toujours au souple, mais ailleurs les choses se passent mieux, les choses se font mieux dans les règles de l'art. Je parle des délais. Oui, c'est bon. James William Gueguidi, journaliste, rédacteur en chef de Eden TV, merci d'être venu sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie et je remercie également les téléspectateurs de l'ERTV. Voilà, vous étiez donc avec Vincent Mettonou, journaliste, rédacteur en chef du quotidien La Dépêche. La Dépêche, on n'en a pas sur ce plateau. J'espère que la prochaine fois, vous allez venir, puisque nous n'avons pas souvent La Dépêche à présenter quand même aux téléspectateurs. Ça passe dans les revues quand même. Ça va se corriger, je vous le promets. Merci d'être venu sur ce plateau. C'est avec plaisir que je vais vous recevoir sous peu. Portez-vous bien, mesdames, messieurs. Ce sera tout donc pour cette émission. Vous allez en suivre la rediffusion tout à l'heure après le dernier journal de 23h. Rendez-vous dimanche prochain. Portez-vous bien. Bye bye.